En plein cœur de l'été, le département de l'Aude et ses nombreux villages historiques aux maisons mitoyennes. Une attraction pour les touristes, mais un piège pour les pompiers. Ici, le moindre feu d'habitation risque de se généraliser. Et justement, il est 11h30. Un incendie vient d'être signalé à la caserne de Carcassonne. Mathieu, 20 ans de service, prend la tête de ce groupe d'intervention incendie. Là, on part pour un feu d'habitation dans une commune à côté, avec des flammes qui sortent d'une fenêtre d'une chambre, avec peut-être une victime à l'intérieur. L'incendie se trouve à Arzins, un petit village situé à une quinzaine de kilomètres de Carcassonne. Il faut faire vite. À leur arrivée, les pompiers apprennent que l'habitante de la maison, une femme âgée, a déjà été évacuée par son fils. Elle est hors de danger. Un matelas aurait pris feu suite à un problème électrique et une importante fumée se dégage du premier étage. Problème, le gaz et la forte chaleur qui y règne le rendent inaccessible. L'air y est irrespirable. Mathieu décide d'équiper ses hommes avec des appareils respiratoires, les ARI. Ces systèmes vont permettre aux pompiers de s'approcher du foyer de l'incendie. Donc il y a un matelas, donc il faut le refroidir dans la pièce et ensuite l'enlever parce que ça a mis le feu au plancher. C'est bon? Mathieu doit maintenant pénétrer au rez-de-chaussée pour vérifier que le feu n'est pas en train de s'étendre. Regarde là-haut. Tu vois le plancher? Ouais. T'as tout qui tombe là, tu vois? Il faut faire vite. Dans ces petits villages, le risque de propagation aux autres maisons est particulièrement élevé. Armés de lances à incendie et protégés par leurs équipements, les premiers pompiers pénètrent à l'étage. À l'intérieur, le feu redouble d'intensité. Ils utilisent leurs lances à pleine puissance. Elles envoient jusqu'à 500 litres d'eau par minute. La situation semble bien engagée, mais à l'extérieur, c'est le scénario tant redouté par les pompiers. Oliva! Oliva! L'incendie se propage à la maison voisine. Ça a percé là? Ouais. C'est dans les combles. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse une reco sur ce toit? On la met à côté et on monte là-haut. Faites venir la deuxième échelle sur un CCF là. Il y a un deuxième binôme là. Oui là. Préparez-vous les gars. On est prêts. Le feu se développe très vite et menace maintenant tout le village. Michel! Il a pris à côté dans la grange, en toiture. Une deuxième équipe s'engage et progresse dans la maison en fumée. Allez les gars. La chaleur est étouffante. Mais dans ces vieilles charpentes, difficile d'arrêter l'incendie. Les accès sont exigus et au cœur de cette fournaise, les pompiers doivent se relayer toutes les 10 minutes. C'est bon? Je vous avais mis de l'eau là-bas, si vous voulez. Ouais. C'est la chaleur le plus chiant. En fait, il y a une chambre avec une pièce qui donne sur, je sais pas, un dressing ou quoi. Et en fait, c'est là que ça brûle. Sauf que le truc, c'est que vu que c'est tout un charpentant, ça se propage. Pour contenir le feu, les pompiers décident de l'encercler par les habitations alentours. Là ça fume, hein? Ouais. J'ai fait mettre une autre lance là. Bon, dès que tu les faites gaffe de ne pas passer à travers. Il y a une autre lance à ce Ouais. niveau parce que ça va repartir sinon. Mais là-haut déjà on a fait une reconnaissance. Et ensuite on a détuilé une partie du toit pour localiser la propagation du feu. Et donc là actuellement il y a un binôme qui détuile pour que l'action de l'eau soit plus efficace. La propagation du feu est insidieuse. Mathieu le sait et décide d'aller contrôler les autres habitations alentours à l'aide d'une caméra thermique. Donc dans l'angle là il y a 90 degrés. Donc il y a un fort risque de propagation au niveau de la poutre maîtresse et de la toiture. Et là il n'y a qu'une chose, c'est d'étuiler et enlever tout ce qui se consume en périphérie et bien le noyer afin qu'on ne revienne pas dans 1 heure ou dans 2 heures ou dans la nuit. Grâce aux efforts conjugués des différentes équipes, le feu est maintenant maîtrisé. Mais Mathieu veut éviter tout risque de reprise. Hé Lajmi, jette tout par la fenêtre, on va l'évacuer là. C'est l'opération Grand Nettoyage. Ça, tout ça là, il faut le jeter. Tout ça là, il faut le jeter. Tout ce quatrier, ouais. Allez, on vide. Si jamais c'est une reprise ou quoi. Et le fameux matelas à l'origine de l'incendie, Y a personne dessous. Va jeter un matelas.
terminera sa carrière dans une déchetterie. Attention! Il aura fallu presque 2 heures aux pompiers pour venir à bout de ce feu d'habitation. Les dégâts sont impressionnants. Le premier étage de la maison est ravagé. Mais l'incendie ne s'est pas propagé dans le village. Pour Mathieu, ce succès repose sur la cohésion des équipes et le sang-froid des hommes. Mais le fait d'être calme, on est lucide et ça permet d'analyser dans les meilleures conditions de la situation et pour diriger les équipes derrière. C'est grâce à ça qu'on gagne la guerre à chaque fois. Une bataille de gagner, mais la guerre des pompiers contre le feu est loin d'être terminée. Pendant tout l'été, nous avons suivi les pompiers de la caserne de Carcassonne dans l'Aude. Une ville surplombée par sa cité médiévale fortifiée. Un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire jusqu'à 4000 visiteurs par jour. Pendant la saison estivale, la ville et sa région connaissent une forte affluence. Mais ce que les touristes ne savent pas, c'est que l'été, le secteur devient très accidentogène. On a 2 impliqués, un à chaque voiture. En 2018, le nombre de morts sur les routes de l'Aude était en forte hausse, 32 contre seulement 23 en 2017. Vous allez croiser les mains sur le ventre, s'il vous plaît. Mais les pompiers doivent affronter une autre menace pendant l'été. La sécheresse, les fortes chaleurs et les vents violents placent leur secteur en risque incendie maximum. Feux de forêt, secours à la personne ou accident de la route, pendant toute la période estivale, les hommes du feu seront sous pression. À 29 ans, Caroline est sapeur-pompier professionnel depuis 8 ans. Attention pour lever. La jeune femme va prendre la tête de l'équipage d'un fourgon incendie pour la première fois. Ah, ça arrive. Ça y est, ça arrive, il a tourné. Un baptême du feu. Allez les gars, allez! Qui va la mettre à rude épreuve. Avance! Les équipes de Carcassonne comptent également dans leur rang des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires. Cécile est engagée depuis 20 ans aux côtés des hommes du feu. Monsieur, enlevez la main s'il vous plaît. Face à l'urgence, elle va devoir mobiliser tout son sang-froid sur un accident grave. Mais comment ça, j'ai eu un accident? Vous avez oublié un petit peu ce qui s'est passé de l'accident. Non. Vous allez nous laisser faire. Allez, venez, dépêchez-vous. Mathieu, le spécialiste incendie, va affronter une situation hors norme. C'est un bâtiment à structure métallique. On a des difficultés, on ne peut pas pénétrer pour la sécurité du personnel. Il y a beaucoup de moyens hydrauliques au sol pour éviter la propagation au bâtiment à côté. Face au risque incendie, toute son expérience sera nécessaire pour remporter la bataille contre le feu. L'échelle, tu te mets là, tu dresses avec le canon. D'accord. Pendant 2 mois, nous avons suivi jour et nuit le quotidien de ces hommes et femmes au dévouement exceptionnel. Bon, puis j'écoute. Immersion au cœur d'un été où la moindre étincelle peut provoquer d'énormes ravages. À la caserne de Carcassonne, une alerte vient d'être déclenchée. Un choc frontal entre 2 voitures est signalé sur une départementale à quelques kilomètres de la ville. Une ambulance et un véhicule de secours routier sont immédiatement dépêchés sur place. Dans l'ambulance, Stéphane et Caroline seront parmi les premiers sur les lieux. On connaît le lieu, en fait, c'est une portion de route qui est très accidentogène. Et ces derniers mois, on a fait plusieurs accidents graves. Donc on sait que potentiellement, il va y avoir des victimes qui vont être atteintes gravement. Du fait de la vitesse, parce que c'est une portion de route où ça roule relativement vite. Voilà. Après, on n'a pas d'autres notions. À leur arrivée, ils découvrent 2 véhicules complètement défoncés par le choc. Il faut faire vite. Le conducteur de la voiture blanche aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté frontalement cette autre voiture. À l'intérieur, une jeune femme de 36 ans. On a 2 impliqués, un à chaque voiture. Ouais. Donc avec la personne la moins l'urgence relative, elle a un trauma au pied avec des formations. Son état est jugé peu préoccupant, mais celui du conducteur de l'autre voiture est beaucoup plus grave. L'homme, âgé d'une 50aine d'années, se plaint de fortes douleurs aux jambes et au dos. Plus problématique, il est coincé dans l'habitacle, impossible pour le médecin de l'examiner. Il faut absolument une ouverture. Ouais, c'est ça, lui il faut qu'il rentre, il ne peut pas rentrer, donc il faut vraiment une ouverture de porte. Les pompiers doivent trouver un moyen d'accéder à la victime au plus vite. Est-ce que tu peux nous péter la vitre de l'autre côté? Après un choc d'une telle violence, la colonne vertébrale de cet homme est peut-être atteinte. Pour Caroline, l'urgence est de maintenir la tête du conducteur toujours conscient
et de le rassurer. Donc monsieur, je vous explique ce qui va se passer. Donc vous n'êtes pas incarcéré dans votre véhicule, mais vous êtes coincé parce qu'on ne peut pas ouvrir les portes sur le côté. Donc là, les bruits que vous entendez, on va ouvrir la porte avec une cisaille. Pour ouvrir la porte, les pompiers vont devoir utiliser une pince hydraulique, un écarteur particulièrement puissant. Avec ce type d'engin, l'opération ne prend que quelques secondes. Il faut maintenant préparer l'évacuation du conducteur. L'enjeu de cette étape est d'éviter à tout prix des mouvements qui aggraveraient les blessures de cet homme. Tu veux que je te prépare quoi comme matos? Moi je propose ACT et après on fait rotation et plein de jours. Allez. L'ACT, c'est l'attelle cervico-thoracique dans le langage des pompiers. Elle est utilisée dans les cas les plus graves, ceux où l'on suspecte une atteinte au cervical ou à la colonne vertébrale. Des lésions qui peuvent entraîner des paralysies plus ou moins complètes. Mais il faut faire vite, car cet homme présente de nouveaux signes inquiétants. Monsieur, ouvrez les yeux s'il vous plaît. La victime est épuisée et commence à s'endormir, le signe d'un potentiel traumatisme crânien. Les pompiers essayent de le stimuler au maximum avant sa sortie du véhicule. Garder le conducteur éveillé est essentiel pour surveiller son état. Ne vous endormez pas monsieur. Hein? Écoutez-nous, on est bientôt sorti de la voiture. Vous allez nous aider monsieur. Vous allez croiser les mains sur le ventre s'il vous plaît. Allez-y, mettez vos mains comme ça sur le ventre, très bien. Ce sont Stéphane et Caroline qui coordonnent cette manœuvre délicate. Pas moins de 7 pompiers y participent. Gardez les mains sur le ventre. Attention la jambe de ton côté. Ouais, Attention c'est bon. à cette jambe. Allez, parfait. Parfait, super les gars. Allez, suivre. et on fait suivre. Allons. Ça va monsieur? C'est bon, vous êtes dehors. Vous êtes sortis de la voiture. Attention pour lever. Voilà, c'est bon. Il faut maintenant l'emmener au plus vite à l'hôpital. Donc ça a tapé très fort, comme vous avez pu le voir dans les images. Et on a eu de la chance. On a une personne qui est stabilisée. Et là, on a aussi une autre personne, blessée moindre. Par contre, pareil, elle a quelques dermes abrasions, quelques contusions. Donc, comme il y a un médecin sur les lieux, on va en profiter et on va partir en convoi, les 2 ambulances au niveau du CH. S'il y a un problème sur les 2 victimes, il pourra s'arrêter. En raison de la gravité de l'accident, la gendarmerie va même ouvrir la route jusqu'à l'hôpital. Pour Caroline et Stéphane, l'opération est un succès. Leurs précautions se sont avérées extrêmement utiles. Après examen, les médecins ont décelé qu'une des vertèbres cervicales du conducteur était cassée. Sans l'usage préventif de la fameuse attelle cervico-thoracique, il aurait pu perdre l'usage de ses jambes. Mais pendant l'été, les pompiers ont une autre préoccupation, la sécurité des milliers de touristes qui affluent dans la région. À la cité médiévale, les ruelles sont pleines de monde. Un atout pour l'économie locale et un défi supplémentaire pour les pompiers. Chaque jour, ils doivent faire face à une avalanche de petits bobos et d'accidents. Il est 14h30, une ambulance est envoyée en urgence à la forteresse. Un bébé de 8 mois, trauma à la tête suite à une chute. Comme c'est un enfant, il est tombé sur la tête, ça peut être très grave. Donc on va se dépêcher. Allez, c'est parti. À 47 ans, Lachmi est un des anciens de la caserne. Il sait qu'il ne faut pas perdre de temps sur ce type d'intervention. L'enfant a été pris en charge par une première équipe en ronde dans la citadelle. Il a chuté d'à peine 1 mètre, mais à cet âge, il faut prendre toutes les précautions. Est-ce qu'elle a pleuré? Oui. elle a D'accord, elle a pleuré. Très bien. Par contre, moi je vous propose, c'est de l'amener à l'hôpital. On va vous l'amener à l'hôpital. Il y a un hématome quand même. L'enfant présente des signes rassurants, mais Lachmi veut lever tous les doutes possibles. Avant 24 mois, les os du crâne des enfants ne sont pas encore solidifiés. Le moindre choc peut avoir de graves conséquences. Problème, cette famille espagnole ne réalise pas le risque encouru. Ouais, non, on ne peut pas le laisser partir comme ça. C'est bien, non? On ne sait jamais. Il faut contrôler, madame. Il faut contrôler, ouais, il est petit. Il a, au niveau de la tête, c'est fragile un peu. On doit le contrôler. Voir un médecin. Vaut mieux qu'il aille voir un médecin, comme ça vous soyez tranquille. S'il n'y a pas quelque chose, on ne sait jamais. Comme il y a un petit trauma crânien quand même. Avec douceur et fermeté, Lachmi parvient finalement à convaincre la mère de l'enfant de l'emmener à l'hôpital. Maintenant, là, il se présente bien, mais peut-être dans la journée, ça risque peut-être de s'aggraver, qu'il soit pris de vomissements.
Par précaution, il vaut mieux qu'il soit vu par un médecin. Les pompiers doivent mesurer au plus vite les constantes vitales de cet enfant. Ça va, petit bonhomme? On va lui enlever le gilet pour qu'on puisse lui prendre une tension. Une tâche ardue sur un nouveau-né. Ça va être dur pour la SAT. La tension, oui. Il y en a une à 85. De SAT? Ouais, il fait que se l'enlever. c'est moins de 87. Oui, c'est très délicat parce que comme ça parle pas un bébé, ça bouge beaucoup. Pour prendre des paramètres, c'est pas évident. Comme il y a une notion de trauma crânien avec un hématome, faudrait pas que ça s'aggrave dans la journée. Allez, je te débarrasse de ça. L'enfant doit être vu par un médecin. Il va être conduit à l'hôpital. Et pour rendre l'expérience moins traumatisante, les pompiers ont leur petit secret. Après auscultation, l'enfant sera jugé hors de danger et pourra quitter l'hôpital dans la journée. Mais dans les chutes de nourrissons, la vigilance est de rigueur. Les traumatismes crâniens sont une des premières causes d'invalidité infantile en France. Pendant ce temps-là, le grand tournoi de chevalerie qui anime la cité bat son plein. Chaque jour, il mobilise une vingtaine de cascadeurs et cavaliers pour un combat spectaculaire. Problème, un accident vient de se produire. Et cette fois, c'est Julie, 28 ans, qui va entrer dans l'arène. Un jeune homme, chute de cheval, traumatisme à l'épaule gauche avec déformation. Peut-être une luxation. Julie est infirmière sapeur-pompier volontaire depuis 5 ans. Grâce à sa formation paramédicale, elle peut notamment administrer des antidouleurs par injection. Un atout lorsque les traumatismes sont particulièrement douloureux. À son arrivée sur les lieux, Julie découvre ce jeune homme d'une vingtaine d'années. C'est un comédien du spectacle et il souffre terriblement de l'épaule gauche. Allez, jeune homme, regardez-moi. Je suis l'infirmière, d'accord? Je m'appelle Julie, donc je vais vous perfuser. Bonsoir. Et on va soulager tout ça. J'aime pas les perfs. Ben, je suis désolée, il n'y a pas d'autre solution là. Si vous voulez qu'on vous calme. Malgré la douleur, le jeune homme se montre un peu réticent. Heureusement, Julie ne manque pas d'humour. Vous êtes un guerrier, un chevalier. Le chevalier, ça peur de rien. Mais en déshabillant la victime pour la perfusion, Julie s'aperçoit que le problème est beaucoup plus grave. Oui, il y a des formations au niveau de là, ici. Là. Ouais. Ah oui, mais c'est pas. Oui, non, mais c'est pas. D'accord. C'est au niveau de. C'est la clavicule. C'est la clavicule, non? Non, c'est la clavicule qui est cassée. Oui. C'est pas. Je pensais que c'était une luxation de l'épaule, d'accord. Une fracture de la clavicule est extrêmement douloureuse. Elle peut rendre le transport à l'hôpital très compliqué. Mais avant d'administrer les antidouleurs, elle doit prendre quelques informations. Combien vous pesez, monsieur? Vous pouvez me dire ça, s'il vous plaît? 91, la dernière fois que je me suis pesé. 91. Un élément important pour adapter les doses. Autre problème pour Julie, les antidouleurs à base d'opiacés causent parfois des gênes momentanées. Elle doit se montrer très attentive. Est-ce que la tête tourne, monsieur, ou pas là? Non, mais je me sens pas bien. Oui, mais vous êtes un peu dans les vapes là. Vous vous sentez un peu. Vomir. Ah, vous avez envie de vomir. Alors ça, par contre, c'est embêtant. On peut attendre un petit peu. Oui, on va attendre un petit peu. Le patient est nauséeux, impossible de le déplacer. Pourtant, son transport à l'hôpital est urgent. Les antidouleurs, tout juste administrés par Julie, commencent à peine à faire effet. C'est la douleur? Clavicule. Soulagé, le patient se montre plus coopérant. Bon, alors attendez, faites gaffe au poignet. Là, le problème. Non, mais tenez-vous le bras si ça vous soulage, monsieur. C'est bon, lui, C'est bon? Il arrive à se lever pour s'installer sur le fauteuil roulant des pompiers. Il va être immédiatement conduit à l'hôpital. On est parti. Sans les antalgiques de Julie, le jeune homme aurait terriblement souffert au moindre mouvement, ce qui l'aurait rendu intransportable. Le monsieur a chuté, et il y a une fracture avec déformation de la clavicule, donc une douleur qui est assez importante, que j'ai calmée et que je vais continuer de calmer dans l'ambulance le temps d'arriver à l'hôpital aux urgences. Voilà. C'est là que l'intégration d'infirmiers dans les équipes joue son rôle à plein. Est utile. ouais, un petit peu, ouais. Écoute, on soulage pour qu'en tout cas le transfert et la mobilisation se passent au mieux pour la victime. Et à son arrivée à l'hôpital, sous l'effet des médicaments, le jeune homme a même retrouvé le sourire.
et plaisante. Un jeune chevalier Sous l'œil complice des pompiers. s'est pété la clavicule et est transporté à Carcassonne. Son bras sera ensuite immobilisé pendant 6 semaines afin de permettre sa guérison. Après une bonne journée de travail et la revue des effectifs du soir, à la caserne, on s'active dans les cuisines. Des moments conviviaux pour relâcher la pression. Mais aussi des repas nourrissants, car ici, pour Mathieu et ses collègues, les nuits sont souvent longues. Il est 20h, le dîner commence à peine, qu'une alerte incendie se déclenche. L'équipe de Carcassonne est appelée pour un départ de feu situé dans une usine de retraitement des déchets en périphérie. Sur le trajet, les pompiers découvrent d'épaisses fumées noires à l'horizon. Et leur crainte se confirme en approchant du bâtiment. Je confirme, c'est de bâtiment industriel, madame. Je confirme le chef de groupe et le montant en puissance rapide. Terminé. Le message est clair, Mathieu appelle immédiatement des renforts. L'incendie prend dans un gigantesque entrepôt et leurs 2 camions ne seront pas suffisants pour l'éteindre. Allez, venez, dépêchez-vous. Le temps presse, le feu a pris dans ce bâtiment. 3000 mètres carrés et des centaines de tonnes de déchets à l'intérieur. L'échelle, tu te mets là. Là, au niveau de là, tu dresses avec ta langue. D'accord. Pour Mathieu, la priorité est de refroidir la toiture à l'aide d'une lance incendie placée sur la grande échelle. La structure du bâtiment n'est pas endommagée, mais il faut éviter son effondrement. Thierry est un spécialiste des feux urbains. Il vient en renfort pour prendre le commandement de cette opération compliquée. Il se lance aussitôt dans un tour de reconnaissance. Donc actuellement, le feu est cantonné dans l'autre partie du bâtiment. C'est un bâtiment qui fait à peu près 3000 m². Et c'est là où est jeté en vrac tout ce qui est ordures ménagères. Le problème, c'est que les gens peuvent tout jeter, il n'y a pas de tri qui a été fait. Donc normalement, il n'y a que des ordures ordinaires, mais on peut retrouver des bouteilles de gaz, on peut retrouver tout ce que peuvent jeter les gens. Ah, donc c'est assez dangereux. Il faut toujours garder un peu de recul. L'opération s'annonce périlleuse, mais Thierry a son plan de bataille bien en tête. Récupère les camions qui arrivent. Le premier qui arrive, tu le mets ici. Le deuxième qui se présentera, je veux qu'il vienne derrière, qu'il vienne ici. L'échelle, on la met ici. Ça marche, je le gère. Allez, ça marche. À l'intérieur du bâtiment, les températures montent très vite. De plus en plus de fumée s'échappe. C'est ce que l'on appelle l'effet cocotte-minute. Les pompiers ne peuvent pas pénétrer dans l'entrepôt. Ouais, c'est le cœur du feu, ouais, c'est ça, ouais. On est vraiment dans le cœur. Et en fin de compte, le bâtiment est super grand, donc on a du mal à atteindre le milieu. Les premiers renforts se présentent. C'est Mathieu qui les accueille. Tu vas suivre là, et tu vas faire le tour, et tu vas venir avec moi, je vais te montrer la mission. Une nouvelle échelle va être dressée en urgence. Mais Mathieu doit se montrer très prudent. Vu que c'est un bâtiment à structure métallique, on a des difficultés, on ne peut pas pénétrer pour la sécurité du personnel. Et il y a un fort potentiel calorifique à l'intérieur, donc avec un fort rayonnement. Donc pour le moment, il y a beaucoup de moyens hydrauliques au sol pour éviter la propagation au bâtiment à côté. Pour accéder au feu, les pompiers percent un trou à l'arrière du bâtiment. Mais la progression est difficile et le combat loin d'être gagné. Et le problème, c'est que on envoie de l'eau sur le combustible, et comme c'est des ordures ménagères où il y a beaucoup de papier, l'eau a du mal à pénétrer en profondeur. Et comme on ne peut pas, par rapport à la sécurité, rentrer dans le bâtiment, on continue à envoyer de l'eau en attendant de baisser en température et ce que les engins mécaniques puissent rentrer, remuer un peu toutes ces ordures pour le traiter en profondeur. Pas moins d'une quarantaine d'hommes sont maintenant mobilisés. L'incendie est attaqué de tous côtés. La stratégie d'encerclement de Thierry commence à porter ses fruits. Parce que le feu va être cantonné dans la zone de transfert. Là, c'est favorable maintenant que toutes les lances sont en œuvre. La situation est favorable. On n'a pas écarté à 100% tous les risques de propagation au bâtiment entier, mais on n'en est pas loin, ouais. C'est en bonne voie.
Les pompiers sont à pied d'œuvre depuis un peu plus de 4 heures. La température à l'entrée du bâtiment s'est refroidie. Une opportunité pour attaquer le cœur du foyer se présente enfin. Là, on va utiliser la lance canon à 1000 litres minute. Là, on aura un jet direct sur le foyer sans avoir à s'approcher. Donc on ne craint pas le flux thermique et on va envoyer directement l'eau sur le foyer à l'aide du canon. En moins d'un quart d'heure, 12 000 litres d'eau vont éteindre le foyer de l'incendie. La bataille contre le feu est gagnée, mais les hommes vont devoir rester toute la nuit pour continuer d'arroser et éviter une reprise de l'incendie. Le lendemain matin, il est 7h30. Thierry a prévu une petite collation pour ses collègues. La fatigue marque les visages. Toute la nuit, ces pompiers sont restés en surveillance. Très bien, gros problème de désenfumage. Ouais. On a mis au moins 4 ou 5 heures pour désenfumer la totalité. Après ça s'est bien passé, non? Après nickel. Grâce à leur ténacité, l'incendie n'a pas repris et le tour de reconnaissance de Thierry lui donne pleine satisfaction. Les gars ont bien travaillé, ouais, le feu est en bonne voie. Après c'est des feux de masse, donc ça va durer plusieurs heures et même peut-être très certainement plusieurs jours. Il reste quoi à faire là? Là l'idéal c'est de pouvoir tout sortir, tout étaler et éteindre au fur et à mesure. Un travail de l'ombre qui gardera une partie des équipes de Carcassonne mobilisées. Pourtant, quelques heures plus tard, les pompiers sont appelés en urgence. Un accident de la route a eu lieu à quelques kilomètres de là. C'est Cécile, infirmière pompier volontaire, qui s'en charge. On part pour un accident d'une VL toute seule, d'une voiture toute seule qui a fait plusieurs tonneaux. Et avec beaucoup de moyens engagés d'emblée. Donc il y a 4 victimes dont on ignore encore l'état. Et beaucoup de moyens engagés parce que c'est une route qui est très accidentogène. Il y a déjà eu de nombreux accidents avec des blessés graves, voire des gens décédés. Il faut faire vite. Le signalement est flou et ne dit rien de l'état des 4 victimes. Mais à son arrivée, Cécile n'en trouve qu'une seule, allongée sur le talus. Bonjour monsieur, je suis Cécile, je suis l'infirmière. Il s'agit d'un jeune homme, il est couvert de sang et très choqué. Alors dites-moi, vous étiez attaché? Non mais rien à voir, il n'y a pas de carton, il n'y a rien eu. Il ne se souvient de rien et c'est très inquiétant. Une perte de mémoire est un symptôme de traumatisme crânien. En pleine ligne droite, ce jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule et fait plusieurs tonneaux. La voiture est complètement détruite. Comment ça, il n'y a pas eu de carton? Dites-moi. Ah putain, ça me presse. Là, au niveau du cœur, ça va plus. Un nouveau signe inquiétant. Cécile veut l'ausculter au plus vite et décide de découper son t-shirt. Vous me bougez pas, bougez pas. Non, monsieur. On déchirez pas ça, toi. Non, monsieur. Le jeune homme est incohérent et refuse les soins. Cécile décide de le calmer avec des antidouleurs. On va d'abord le perfuser. Aux alentours, la situation est confuse. De nombreux voisins se sont rendus sur les lieux et confirment la présence de 3 autres passagers. Les gens qui se sont plantés, il y avait 2 jeunes filles, dont une mineure, et c'est le frère du conducteur. Mais ces 3 personnes restent introuvables. Un problème pour les pompiers. Emmanuel est en charge des opérations. Son urgence, les retrouver. Tous les gens qui ne sont pas occupés maintenant, là, vous venez avec moi. Ce qu'on fait pour l'instant, on a qu'une seule victime. D'après cette personne-là, il y aurait 2 ou 3 autres personnes qui seraient impliquées. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On va faire un rayon de 100 mètres autour de l'accident pour voir s'il y a effectivement quelqu'un. Allez, c'est parti. Un rayon de 100 mètres autour de l'accident. OK ? Les pompiers doivent vérifier tous les fourrés alentours. Sur un accident, les victimes peuvent être propulsées à plus d'une dizaine de mètres de leur véhicule. De son côté, Cécile fait face à une situation inquiétante. Le jeune homme est agité, il refuse les soins, mais court pourtant un très gros risque. Monsieur, écoutez-moi. Écoutez, non, bougez pas. Regardez, vous me regardez. Vous voyez bien, ça va. Non, vous inquiétez pas. Monsieur, pourquoi tout ça? Monsieur, écoutez-moi. Si, ça va. Vous allez nous laisser faire. Je pense que vous avez oublié un petit peu ce qui s'est passé de l'accident. Non. Vous allez nous laisser faire, d'accord? Il ne prend pas conscience de la situation et se montre très difficile à prendre en charge. Il y a un gros traumatisme.
L'arrivée d'une équipe d'urgentistes est un soulagement pour Cécile. Il faut transporter ce jeune homme au plus vite à l'hôpital. Je vous coupe le t-shirt, monsieur. C'est pas grave, non, là c'est pas grave. On est obligé. En pleine agitation, le jeune homme est pourtant traversé par un éclair de lucidité. Où est mon frère? Je veux voir mon petit frère, s'il vous plaît. Mais le temps presse et les secouristes doivent mesurer ses constantes vitales pour le transporter à l'hôpital. Monsieur, Non. monsieur, enlevez la main, s'il vous plaît. Merci. C'est vous, mon petit frère. La victime confirme qu'il y avait bel et bien des passagers dans son véhicule, mais il reste introuvable. Les pompiers vont alors faire une découverte surprenante. C'est les 3 jeunes là qui Oui, c'est oui. Je sais pas pourquoi il veut dire qu'il est tout seul. parce que lui il dit qu'il est avec du monde et voilà. D'après ces témoins, les 3 passagers seraient en fait ces 3 jeunes, qui par peur des gendarmes préfèrent rester à l'écart. Un pompier part s'assurer qu'ils n'ont rien, mais aucun d'eux ne veut reconnaître son implication dans cet accident. On se met en place. Ok, vous avez rien vu? Rien du tout. Ça marche. Pour Emmanuel, le chef des opérations, ce nouvel élément signifie la fin des recherches. Ils sont partis, hein, les 3. Hein. Ils sont remontés juste. Ils sont partis. Hein. Les 3 sont partis, ils ont été vus par madame, ils ont été vus par monsieur. Et moi, j'ai 2 témoins là-bas aussi qui me disent qu'ils ont vu partir des gens. Non, mais c'est sûr. Donc, il n'y a pas de victimes à chercher maintenant. On est d'accord. Les 3 jeunes ont quitté les lieux, un comportement inconscient qui excède Emmanuel. Le problème, c'est être sûr, quoi. La levée de doute, parce que vous imaginez bien que si jamais on en oublie un, qu'on le retrouve demain, c'est plus la même intervention. Et là, on engage directement notre responsabilité. Quant au jeune blessé, il est maintenant prêt à être transporté. Mais comment ça, j'ai eu un accident? Ses constantes vitales sont rassurantes, mais il montre toujours des signes inquiétants. C'est une victime qui est très touchée là? Alors, elle a un gros traumatisme crânien, c'est pour ça qu'elle fait que répéter les mêmes choses. Donc c'est assez compliqué pour nous, parce qu'elle nous demande sans cesse la même chose et par contre elle ne répond pas à nos questions. Les pompiers vont l'évacuer avec la plus grande minutie. Les gars, on se met en place. Après un tel choc, la colonne vertébrale est peut-être touchée. Équipier, êtes-vous prêts? Prêt au pied. Attention pour lever, levez. Allez, on y va doucement. De son côté, Cécile essaye de maintenir un lien rassurant avec la victime. Monsieur, écoutez-moi. Votre tête, elle a tapé. Vous ne vous rappelez pas de tout. Faites-nous confiance. Garder la victime éveillée et connectée avec la situation, le meilleur moyen de surveiller son état. C'est compliqué, mais il faut rester toujours très calme parce qu'il n'y peut rien en fait. Sa tête a tapé et donc il a des lésions cérébrales qui font qu'il est répétitif. C'est pour ça qu'on va aller rapidement faire un scanner cérébral pour voir ce qu'il en est exactement. Ce jeune homme pourra s'estimer très chanceux. À son arrivée à l'hôpital, hormis quelques contusions, les examens ne révéleront pas de fracture et son traumatisme crânien sera sans séquelles. Mais en plein cœur de l'été, outre l'afflux touristique, un autre problème mobilise particulièrement les pompiers. La région de Carcassonne fait en effet face à un important risque incendie. Avec 40 degrés et des pluies quasiment nulles, l'Aude est en état d'alerte maximale. Vent violent et forte chaleur, un cocktail explosif. En quelques heures, des dizaines d'hectares peuvent partir en fumée. Alors, les pompiers sont en alerte maximale. Allez, c'est parti. Chaque matin, ces hommes spécialisés dans la prévention des risques incendies se retrouvent pour une réunion de crise. Hier, on avait des gros à moins de 20%, les températures sont montées à 34. Voilà, donc on a un assèchement de surface. Une nuit qui a été quand même assez sèche aussi, puisqu'elle a été ventée avec peu de rosée. Et aujourd'hui, un vent soutenu, donc les risques de propagation qui sont quand même significatifs. Les pompiers sont inquiets. Ils mettent en place un dispositif d'envergure. Bon, là, on a donc le dispatching des CCF sur le département. Donc on voit qu'aujourd'hui, avec 17 CCF, on arrive quand même à couvrir une belle partie du territoire. Les CCF, les camions-citernes feux de forêt. Ils seront les premiers à intervenir. Malgré leurs efforts, depuis le début de l'été, plus de 400 hectares sont partis en fumée dans la région. Mais le combat n'est pas terminé. Et justement, il est 11h30, un départ incendie est signalé. Joël et Caroline prennent le départ à bord d'un camion-citerne feu de forêt.
Il contient 12 000 litres d'eau. C'est le plus gros engin de la caserne. On part pour un feu de broussailles sur le secteur de Trèbes. Le secteur de Trèbes, c'est notre secteur de second appel en fait. Ça veut dire qu'il y a déjà des moyens sur les lieux. Ils demandent une montée en puissance. Pour eux, la situation est défavorable parce que le feu a sauté un chemin en fait. Donc ils ont stoppé une partie, un flanc. Mais il y a un flanc qui est en propagation libre. D'ailleurs, on voit le panache de fumée là-bas. À 29 ans, Caroline est pompier professionnelle depuis 8 ans. Aujourd'hui, elle prend pour la première fois la tête d'un camion incendie. Elle va se retrouver en première ligne. Elle vient défendre les maisons du lotissement qui se trouve à proximité du feu. Là, t'as les gendarmes qui tournent, il faut évacuer le quartier. Mais à son arrivée, Caroline s'aperçoit que le feu n'est pas immédiatement menaçant. Ce qui l'inquiète en revanche, c'est la curiosité des habitants et la présence de nombreux enfants. Je pense que ça serait bien si vous rentriez dans les maisons pour fermer les portes et les fenêtres parce qu'il va y avoir de la fumée. Allez, il faut rentrer. Les fumées d'un incendie sont particulièrement toxiques. Leur inhalation peut provoquer des brûlures des voies aériennes ou de graves détresses respiratoires. Ouais, ne restez pas dehors, bonjour. Soit allez chez les voisins, soit vous restez dans la maison, vous fermez les portes et les fenêtres. D'accord? Mais pendant qu'elle avertit la population, Caroline reçoit un appel radio urgent. Là, je viens de passer le front de feu. Je pense qu'on ne sera pas utile là où vous êtes, là, que vous me suivez, vous montez direction de l'Or Minervois. Il y a un autre domaine qui est menacé. Vous me suivez, reçu. Reçu, je te confirme que les maisons ne sont pas menacées. La lutte contre les incendies ressemble parfois à une partie de cache-cache. Il suffit d'un vent tourbillonnant et le feu peut partir dans toutes les directions. Et dans celle de Caroline, le panache de fumée prend une allure inquiétante. Tu vois en bas là où ça commence à prendre, c'est blanc. Et ça va devenir très rapidement. Ça montre l'intensité du feu. On va fermer les fenêtres, on va couper l'aération. C'est bon? Au feu, le risque d'intoxication pour les pompiers est extrêmement élevé. Leur seule protection, la cabine hermétique des camions. Ne t'arrête pas là, Joël, traverse. Parce que là, on est dans le... Caroline est inquiète. En arrivant à son point de rendez-vous, elle réalise que la situation a dégénéré. Sur place, elle retrouve le commandant des opérations. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut se mettre là, il ne faut pas qu'il monte là. Là, on fait une ligne d'arrêt alors? Ouais, il faut l'arrêter là. Mais en quelques secondes, fumée, forte chaleur, le feu arrive à toute vitesse. Caroline doit réagir sans tarder. On va sortir une longueur, Joël, il y en aura assez. Une longueur. L'équipage de Caroline trouve à peine le temps de déployer la lance incendie. Allez, 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 allez! Que les flammes sont déjà face à eux. Allez les gars, allez, allez! La jeune femme utilise alors sa lance à pleine puissance. Tiens le cul, tiens le cul. Près de 500 litres d'eau par minute. Avance, avance! Avance! Caroline ne cédera pas un pouce de terrain. Le combat dure à peine un quart d'heure, mais elle et son équipage en sortent victorieux. On a eu chaud, mon gars. On a vraiment eu chaud. Le feu a dévoré ce champ en un rien de temps. Tiens, tiens, stop! Colle, tire ce tuyau, s'il te plaît. Tire. Ouais, okay. Tire, tire, tire. Le souffle court. Caroline emmène son équipe refroidir les bordures de l'incendie. Écoute, on va mouiller là, on va éviter la reprise. Problème, s'ils ont réussi à arrêter le feu sur leur secteur, les flammes ont bondi au-dessus de la route en contrebas. L'équipe doit revenir au camion au pas de course. Ah, on est mort là, ouais. C'est difficile. Mais malgré la fatigue, le combat continue. Colle, on déroule tout ce qu'on a, on va essayer de taper là. La proximité de cette haie de cyprès est préoccupante. S'ils s'embrasent, pompiers et camions seront vulnérables. Écoute, Joël, on va essayer de protéger le camion, parce qu'on va prendre une saucée de nous. Caroline décide alors de réunir ses deux équipiers les moins expérimentés, 2 jeunes volontaires pour les préparer au pire. Les gars, le feu il nous arrive dessus. Ouais. Si le feu il prend ça là, ça va chauffer très fort, mais on va pas brûler nous, je pense pas. Donc si ça arrive, tout le monde dans le camion. Ok, tous dans le camion. Tous dans le camion. Dans les cas les plus graves, lorsque les pompiers sont pris au piège du feu, la cabine hermétiquement fermée devient leur seul refuge. Mais alors que le feu s'approche, Joël vient de repérer quelque chose. Il y a du monde là-bas? Il y a du monde?
Des voisins, surpris par le feu, sont venus profiter du spectacle. Mais Caroline ne l'entend pas de cette oreille. Monsieur, vous avez fermé toutes les portes, les fenêtres. C'est un nouveau problème. Parce que là, nous, on ne pourra rien pour vous. Parce que ça, on n'est plus qu'un camion là. Si le vent tourne, ça vient ici. Après, vous avez un moyen d'issue de l'autre côté? Ok. Donc vous fermez tout, portes, volets, fenêtres, et vous partez sans tarder, s'il vous plaît. Mais les incendies provoquent parfois des comportements inconscients. Écoute, ouais, tu sais quoi? On va venir ici. Est-ce qu'ils partiront pas? En plus d'arrêter la propagation du feu, Caroline doit aussi protéger ses maisons et leurs habitants. Ah, ça arrive. Ça y est, ça arrive, il a tourné. Il ne reste que quelques minutes pour déplacer leur camion. Il est juste derrière la pinède là. Il est en train de remonter. Et là en fait on va monter au niveau du virage. Là il y a 2 villas. On va se mettre en défense de points sensibles au niveau des villas. Le feu progresse très vite et se montre de plus en plus menaçant. Il est là. Ça là, ça brûle super vite. C'est grosse pression pour les équipes là? Bah ouais, quand même, ouais. En fait, le feu est plus gros que nous. On est rôtis. On est rôtis. Caroline et son équipage vont prendre position. Ils défendront les maisons coûte que coûte. Mais face à l'ampleur du feu, leur seul camion risque d'être insuffisant. Si il passe à côté, tant mieux, mais là on peut plus rien faire. On est dépassé. Mais heureusement, l'arrivée d'importants renforts terrestres et aériens va changer la donne. C'est maintenant un détachement d'une quarantaine de pompiers qui s'est formé. Tous les moyens disponibles se mettent en place pour arrêter l'incendie. Là, on est prêt. Si le vent tourne et que le feu vient là, on est prêt. Le camion est alimenté dans la piscine. Donc là, en fait, l'objectif, c'est pas d'arrêter le feu, c'est de protéger toutes les maisons qui sont ici. Mais après quelques reconnaissances, ce sont les moyens aériens qui entrent en action. Ouais, tu mets ton personnel en sécurité, tu fais reculer tout le monde. Au sol, les pompiers se regroupent pour ne pas être pris sous le déluge. Les Canadair emportent jusqu'à 6000 litres d'eau dans leur soute. Mieux vaut ne pas se trouver dans la zone de largage. Le personnel est en sécurité pour les aux autorisations de largage. Si tu as des pélicans sur zone, ils ont l'autorisation de largage. L'action des Canadair est particulièrement efficace sur les feux de forêt. En quelques minutes, ils vont stopper l'incendie. Pour Caroline et ses collègues, le balai des avions est un soulagement. T'as repris les couleurs. Ça va. T'as bien géré. Pourquoi, j'étais blanche? Oui, quand on est arrivé, ah, bah, je me suis dit, elle est pas bien. Je la pouvais plus, j'étais mort. Ben, on aurait continué. Grâce à l'action combinée des forces terrestres et aériennes, les pompiers ont réussi à protéger in extremis les habitations des villages alentours. Soulagés, certains habitants viennent manifester leur gratitude. Les champions, c'est eux, hein, c'est pas moi. Ils ont fait un travail merveilleux et remarquable. Donc on les encourage et on est tout auprès d'eux. Voilà. Vous êtes inquiété? Beaucoup, beaucoup, parce qu'on a eu quand même beaucoup d'odeurs, de fumée et quand même assez soutenu. Et en fait, on se posait quand même les questions de savoir, bon, déjà l'apport des pompiers était sécurisant et quand on a vu arriver les Canadair, nous étions complètement ravis. Au total, ce sont 60 hectares de forêt et de champs qui auront brûlé ce jour-là. Il reste maintenant une longue nuit de travail pour refroidir les braises et éviter tout nouveau départ de feu. Mais pour Caroline, cette première journée en tant que chef d'équipe s'achève et elle aura été chargée en émotions. Il y en a eu de l'inquiétude, mais bon. Il y a eu de l'inquiétude pour les gens, on a eu des civils qui se sont présentés sur le feu, mais ils ne se rendent pas compte des dangers. On a eu de l'inquiétude pour les biens, les maisons qu'on devait protéger. Et après, un petit peu d'inquiétude pour nous aussi quand même. C'est important de rentrer tous ensemble. Ah bah, c'est plus qu'important, ça c'est primordial, c'est ce qui passe au-dessus de tout là, c'est l'équipage. Chaque année, plusieurs pompiers meurent pourtant dans l'accomplissement de leur mission. Et quelques semaines après cet incendie, un pilote de bombardier d'eau est tragiquement décédé dans le crash de son avion dans le Gard.
Parmi le quotidien des pompiers, certaines opérations nécessitent des compétences particulières, comme celle du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Ces pompiers spécialisés sont appelés lorsque l'accès aux victimes est particulièrement compliqué. Caroline a intégré cette unité il y a 10 ans. On part sur la commune de Montréal pour un homme qui est bloqué au niveau du dos et qui ne peut plus sortir de sa maison seul. La victime est située au premier étage de cette maison. Le GRIMP a été appelé car elle est jugée intransportable avec des moyens traditionnels. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années. Il est atteint de multiples hernies, une grave maladie du dos. Il souffre énormément et ne peut plus bouger. Une aggravation de ses blessures pourrait l'aliter pendant des mois. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Pour le soulager, un infirmier sapeur-pompier lui administre des antidouleurs. Mais le temps presse. Ouais, le problème c'est que là j'arrive au niveau des doses maximum. Donc je vous en garde un petit peu pour le moment où il va falloir vous mobiliser. Mais je ne pourrais pas faire beaucoup plus que ce que vous avez là. Le GRIMP a été appelé car l'escalier de la maison est trop étroit pour permettre de brancarder l'homme en douceur. C'est Nicolas, le chef de l'unité sur le secteur, qui va diriger la manœuvre. Donc actuellement on a un monsieur qui fait environ 90 kg, qui présente des douleurs dorsales importantes avec antécédents d'hernie. Et l'objectif étant de l'évacuer par l'extérieur parce que les escaliers sont une grosse contrainte pour la prise en charge de cette personne. Nicolas et son équipe doivent créer tout un dispositif de treuillage en moins de 10 minutes. Et sur ce type d'intervention, la coordination ne s'improvise pas. Donc au moyen de sangles et de protection pour les encadrements de portes, on va venir mettre notre poulie double en point haut. Et après on va utiliser le VIMP en point fixe pour venir mettre en place le dispositif. Ok, c'est bon? Allez. Baudrier, corde d'escalade et planche coquille, l'équipe du GRIMP déploie son matériel avec précaution. À l'étage, l'homme est toujours immobile, mais ses souffrances augmentent. L'infirmier lui administre une dernière dose d'antidouleur. Mais cette fois, c'est vous qui le tenez, le masque. D'accord. Les pompiers vont l'immobiliser à l'aide d'une attelle pneumatique afin de limiter ses mouvements au maximum pendant le treuillage. Au même moment, Caroline prépare les nœuds et la poulie qui vont permettre l'évacuation de la victime. Sans ce système, impossible de descendre l'homme en douceur. Je vous propose de faire un demi-tour à la victime de manière à sortir les pieds d'abord et retenir la partie tête. L'opération est extrêmement délicate. Pendant une poignée de minutes, la victime sera suspendue au moyen de cette seule corde. Nicolas est concentré. La victime doit rester parfaitement parallèle au sol et ne pas être secouée pendant la descente. Allez. Alors, il va vérifier chaque détail de l'évacuation. Bon. Allez, traction. C'est le moment le plus compliqué. La cohésion entre les pompiers doit être parfaite pour assurer la descente la plus douce possible. On pivote doucement. L'un d'eux s'est hissé sur le camion pour assurer la descente. Olive, tu peux libérer doucement. Le système fonctionne parfaitement. La descente est assurée tout en douceur. Allez, encore. 1 mètre au sol, du mou sur la charge. L'homme a été évacué avec succès, mais malgré les antidouleurs, il souffre encore terriblement. Les pompiers ne perdent pas une minute et l'amènent aussitôt vers l'ambulance. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, maintenant ça va mieux et on va le transporter à l'hôpital pour voir un médecin, pour voir ce qui se passe exactement. Allez, bonne route les gars. Ouais. Grâce à l'intervention du GRIMP, cet homme a pu être évacué puis acheminé vers l'hôpital avec le moins de souffrance possible. Un soulagement pour sa compagne. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Il n'y a pas de traitement miracle contre les problèmes de hernie, mais à l'hôpital, l'homme pourra recevoir enfin des injections de corticostéroïdes, seul traitement antidouleur efficace en cas de crise aiguë. Au plus proche des gens et de la souffrance, dans l'urgence ou face au feu, en 2018, les équipes de la caserne de Carcassonne sont intervenues plus de 7000 fois sur leur secteur.